Je pense que la guerre va se terminer, d'après moi, pour le début de la campagne du mi-terme de Trump. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre application, chers abonnés de notre chaîne YouTube. Également, je m'adresse aux lecteurs du magazine Omerta. Il y aura bientôt un nouveau numéro, mais sachez que le numéro consacré au Congo, Silence, on tue, c'est le titre, et qui concerne justement l'Afrique des Grands Lacs et tout ce qui s'y passe en ce moment. Il y a beaucoup d'actualités, avec notamment la signature la semaine dernière d'un accord à Washington entre le Rwanda et la RDC. Magazine tout à fait d'actualité, vous pouvez toujours le trouver en kiosque. Donc ça, voilà. Et je vous retrouve aujourd'hui maintenant pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Je sais que vous êtes toujours plus nombreux, on a dépassé les 520 000 abonnés à la chaîne YouTube, donc on en est très très satisfait. On vous remercie beaucoup. Je glisse au passage aussi qu'on a peut-être plus d'un demi-million d'abonnés maintenant sur notre chaîne. Ça n'empêche qu'on n'est pas, on va dire, financé par l'État, contrairement à d'autres médias, et que aujourd'hui vous pouvez nous aider. Si vous nous aimez, montrez-le aussi de cette façon. Aidez-nous. Nous avons un principe de dons défiscalisés voilà, qui vous permet de nous aider et de nous permettre de vivre. Voilà, merci. Et de continuer à vous fournir ces reportages, ces entretiens et toute l'activité d'Omerta que vous appréciez. Voilà. J'en termine sur cette petite pub pour Omerta. Je reçois aujourd'hui en grand entretien Jean-Bernard Pinatel. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Alors, Général Pinatel, je vais vous présenter, même si une partie de nos auditeurs vous connaissent, ce n'est pas la première fois que vous intervenez sur la chaîne Omerta. Vous êtes donc effectivement dirigeant d'entreprise, vous avez été général dans les forces spéciales, vous êtes un expert reconnu des questions géopolitiques, d'intelligence économique. Vous avez écrit plusieurs livres, hein, je vous cite simplement deux, Carnet de guerre et de crise en 2014 et Histoire de l'islam radical et de ceux qui s'en servent, particulièrement d'actualité, en 2017. Voilà, première question. Les États-Unis, vous savez, on entend depuis cette petite musique comme quoi les États-Unis et l'Europe ne marcheraient plus sur le même pied que Donald Trump l'a signifié. Là, ils viennent un peu de le graver dans le marbre en publiant cette fameuse National Security Strategy. Est-ce que vous pouvez, n'hésitez pas à nous commenter, je voudrais votre avis en tant que militaire de carrière sur ce qui est en train de se passer entre l'Europe et les États-Unis à travers ce document qui est paru la semaine dernière. Bien, ce document, pour moi, est tout à fait fondamental parce que, comme vous l'avez dit, il inscrit dans le marbre tout ce qu'on entend, ceux qui suivent les États-Unis depuis la campagne présidentielle de Trump et de ses colistiers, dit, déclare, et également tout ce qu'il fait et dit depuis qu'il est à la présidence. Alors, effectivement, ce document commence par deux mots, America First. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, et on le voit bien dans le document, que ce n'est pas une Amérique isolationniste. C'est une Amérique qui ne veut plus payer pour les autres. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez vous défendre, ben vous devrez, et ils le disent d'ailleurs explicitement, mettre 5% du PIB dans votre défense pour les pays européens, ça a été déjà dit, et ça met en place une politique qui est certainement la paix par la force, mais surtout qui est transactionnelle. C'est le truc, c'est Trump le businessman, eh bien, on négocie avant de faire la guerre, quoi, si on peut Hmm. dire. Voilà. Et ce qui est tout à fait important, si vous voulez, dans cette politique, c'est que non seulement il fait des diagnostics, mais il définit des objectifs, c'est-à-dire une stratégie, et les axes qu'ils vont mettre en œuvre, que l'administration américaine va mettre en œuvre pour les réaliser. Alors donc on va quand même mais je peux parler d'autres, on va parler de l'Europe d'abord. Bon, Hmm. pour l'Europe, le diagnostic est catastrophique.
il faut le dire, et avec la phrase la plus dure de ce diagnostic. Alors, il y a un diagnostic économique qui dit que l'Europe a perdu depuis 90 à maintenant euh, 11 points de PIB dans le PIB mondial. Voilà. Mais il dit, ça, c'est pas ça qui est important. Il dit, mais ce déclin économique est éclipsé par la perspective réelle et plus brutale de l'effacement civilisationnel. Oui, ce terme Alors est. là, on voit, voilà, donc Mm. c'est écrit tel quel, et il explique en plus, donc, et je vais aussi bien le dire, il explique pourquoi on va être effacé. Mm. Alors, il dit les problèmes plus larges auxquels l'Europe est confrontée incluent les activités de l'Union européenne, ça va faire plaisir à beaucoup de monde, et d'autres organismes transnationaux qui sapent la liberté politique et la souveraineté. Les politiques migratoires qui transforment le continent et créent des conflits, la censure de la liberté d'expression, et vous en êtes Mm. Mm. le premier concerné, et la répression de l'opposition politique, le taux de natalité décroissant et la perte des identités nationales et de la confiance en soi. Et ça se termine. Et si les tendances actuelles se poursuivent, le continent sera méconnaissable dans 20 ans ou moins. Mm. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est le diagnostic. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, c'est qu'ils ne vont pas rester les bras croisés à ça, parce qu'effectivement, elle explique qu'on est des alliés importants, on a une histoire civilisationnelle commune et on va quand même agir. Alors, il y a 7 axes d'action, mais bon, il y en a 4 qui sont assez traditionnels, c'est-à-dire faciliter les exportations américaines, etc. Mais il y en a 3 qui sont tout à fait essentiels. Alors, le premier, qui nous intéresse, en fait, c'est rétablir la stabilité stratégique en Europe, et notamment vis-à-vis de la Fédération de Russie. Bon, le deuxième axe, ça veut dire que, ben voilà, il va falloir que vous agitiez, que vous m'appuyez dans mon plan de paix. Bon. Mm. Le deuxième axe, et qui est tout à fait complémentaire, c'est, je le lis, c'est mettre fin à la perception de l'OTAN en tant qu'alliance en perpétuelle expansion et empêcher la réalité de cette perception. Ça signifie que maintenant, l'OTAN, on ne s'étend plus vers les frontières de la Russie, et pour l'Ukraine, ça signifie vous ne rentrerez jamais dans l'OTAN. Mm. Mais le troisième, c'est qui va faire le plus hurler sur les plateaux de TV, et là je vais le lire tel quel, parce que c'est quand même un summum de diplomatie, c'est cultiver la résistance à la trajectoire actuelle de l'Europe au sein des nations européennes. Ça Mm. veut dire que tout le soft power américain qui était utilisé pour favoriser les politiques migratoires, pour le wokisme, etc., qu'il a liquidé depuis Mm. 9 mois de présidence, va être remplacé par un soft power qui va aller vers les objectifs américains. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont des soucis à se faire parce que finalement, tous nos dirigeants, tous nos journalistes, tous nos consultants qui étaient alignés Mm. sur la politique de Biden et qui n'ont pas fait le virage. Mm. Et Macron le premier, Mm. si vous voulez, vont voir ce que c'est que la machine américaine qui se met en place dans son soft power. Je la connais bien parce que j'étais en contact avec elle durant mes hauts postes dans ma carrière militaire. Ce n'était pas dans la guerre froide, mais je peux vous assurer que ça fonctionne encore maintenant. Voilà. Donc, on a un document qui est tout à fait fondamental, qui est aussi fondamental vis-à-vis de la Chine, fondamental vis-à-vis de l'Inde, etc. Mais bon, voilà, comme on va parler plutôt de l'Europe, de nous, de la paix en Ukraine, voilà, et c'est un document fondamental, parce que maintenant, tout membre de l'administration américaine a ce document sur son bureau. Est-ce que vous pensez qu'on peut qualifier ça on va dire, de document officiel de divorce, un petit peu entre. Ah non, non, ce n'est pas un document officiel de divorce, c'est un document qui dit, vous étiez en train de divorcer,
mais moi, je vais vous remettre dans le droit chemin. D'accord. Une rééducation derrière. Oui, Ouais. voilà, vous Mm, étiez en train de divorcer, mm, voilà, mais moi, je vais vous remettre dans le droit chemin. mm, Parce que j'ai besoin de vous. mm, Et ils expliquent pourquoi j'ai besoin de vous. Ils expliquent le gouvernement parce qu'on reste une puissance économique importante, parce mm. on a une origine civilisationnelle commune, etc. Voilà. Et aussi parce qu'il veut, on le voit bien, et c'est un des points aussi, c'est que euh, quand il, pour les États-Unis, maintenant, l'adversaire et le compétiteur principal, c'est la Chine. Mm. Bon. Et il a pris des mesures, notamment pour rectifier un peu la balance commerciale américaine vis-à-vis de la Chine. Il explique dans ce document d'autres mesures, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la Chine a compensé sur l'Europe Mm. et sur la Russie. Mm. Et ça, il ne peut pas l'admettre, parce que ce qui diminue avec la Chine, il ne faut pas que ça rentre chez nous. Et Mm. d'où, si vous voulez, qu'il a besoin de l'Europe, il a besoin d'une Europe alignée sur le type de politique par rapport à l'adversaire principal, qui est aujourd'hui la Chine. Alors, c'est intéressant, l'adversaire principal n'est pas la Chine, n'est pas la Russie, mais la Chine. Est-ce que, d'abord, donc c'est pas un document de divorce, vous nous dites, est-ce que c'est un document qui acte une vassalisation de l'Europe? C'est-à-dire qu'on n'est plus des alliés, on n'est même plus des clients, on est des vassaux. Et est-ce que, finalement, c'est pas en porte-à-faux complet avec les démarches auxquelles sont en train de procéder les Européens, des tentatives de dégel des avoirs russes, on vole au secours de Zelensky. Au moment où on parle, Emmanuel Macron va se rendre à Londres avec Keir Starmer, avec Friedrich Merz. L'Europe, c'est le sauve qui peut, non? Alors, oui, bien entendu. Alors, surtout, c'est que il faut quand même voir que l'Europe est déjà très divisée par rapport à la guerre en Ukraine, etc., puisqu'un certain nombre de leaders européens par rapport aux axes de la politique américaine pour l'Europe, il y a quand même des gens qui ont pris des dispositions. Giorgia Meloni en Italie, peut-être pas sur l'Ukraine, mais sur tout ce qui est politique messianiste et de souveraineté, est complètement dans la ligne Trump, et Trump l'a mis en avant. Orban, vous le savez mieux que moi, et part en Russie pour préparer l'après-guerre. Donc voilà, donc vous avez au Danemark, c'est les partis anti-immigrationnistes, anti-islam et les néo, si vous voulez, eurosceptiques qui ont pris le pouvoir. Donc il y a déjà des gens. Ensuite, il y a les partis qui s'imposent dans les grands partis comme en France ou en Allemagne, c'est l'AfD qui fait 20% et qui devient actuellement dans les sondages le premier parti allemand. C'est le RN en France avec ses satellites, ou pas ses satellites, mais j'aime pas si dire ça, Zemmour, Compliqué. Ouais, ouais. Zemmour, Marion Maréchal, mais qui constitue, si vous voulez, le Rassemblement des droites et une partie des LR. Mm. Donc, tout ça, les Américains vont les aider, si vous voulez, Mm. à prendre le pouvoir, à écarter des gens qui sont déconsidérés au point des États-Unis et dans le monde. Un Macron est déconsidéré, le chancelier allemand aussi. Mm. Parce que le chancelier allemand a menti pendant toute sa campagne électorale en prenant les thèmes de l'AfD, et puis après, Oui. il fait l'alliance avec les avec la gauche. Voilà. Mm. Donc, tout ça, ça va se terminer. Et surtout, il faut pas. Je pense que l'erreur que vont faire beaucoup de gens ici, qui vont dire Trump va passer dans 3 ans et ça va reprendre. Mais non, c'est qu'ils font un très mauvais diagnostic sur ce qui se passe aux États-Unis. Alors, je connais particulièrement les États-Unis, parce que ma première épouse était américaine, mon fils travaille à New York, il a épousé une américaine, etc. Moi, j'ai travaillé 15 ans dans une société américaine, donc dans ma deuxième partie de ma carrière. Vous les Non, connaissez bien. c'est un mouvement de fond, c'est Mm. un mouvement de fond qui se passe. Et le mouvement MAGA, si vous voulez, a tous les leaders qui sont autour de Trump, et notamment son vice-président, est un leader influent de ce mouvement. Et en face, le Parti démocrate totalement divisé entre une Mm. extrême gauche, si vous voulez, et les démocrates traditionnels. Ils auront un mal fou au moment de la pré-campagne présidentielle à sortir un candidat. Il n'y a Mm. plus de leader au Parti démocrate. Voilà. Donc moi, je pense qu'on en a pour 10 ans.
au moins. Est-ce que vous croyez que l'affiliation est en train de se mettre en place? On voit des personnages comme J.D. Vance qui interviennent d'ailleurs de façon qui ont leurs hommes à eux. Je pense à Dan Driscoll, par exemple, le secrétaire à l'armée, qu'on retrouve au cœur des négociations, qui est un homme de J.D. Vance. On voit que J.D. Vance fait des propositions, par exemple, appuie un possible remplacement de Zelensky par Valéry Zaloujny, qui a l'air d'avoir la Oui. faveur des Américains, l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Donc il y a quand même chacun Et qui a joue sa pris une partition. position, qui a pris une position de Londres, et qui a Ouais, pris une position de Londres tout à là-dessus, fait. Mais déjà. on voit que les Oui, Américains oui, absolument. avancent en marche organisée, quoi. Tout est prévu là. Oui, absolument, mais parce que pour eux, et là, moi, j'ai fait dans le livre que j'écris, je fais une étude très solide sur la Chine et notamment sur la puissance militaire et technologique chinoise. Mm, Alors que je connais bien aussi parce que j'y suis allé pas mal. Si vous voulez, les Américains sont très en retard sur la Chine, y compris sur le plan militaire. Je ne parle pas sur la dissuasion nucléaire, mais mm, sur les forces classiques. Mon diagnostic, et d'ailleurs qui est le diagnostic un petit peu des gens autour de Trump, c'est qu'ils sont capables de prendre Taïwan par la force, et contrairement à ce que dit la RAND, à ce que disent les think mm, tanks américains, sans avoir beaucoup de pertes par les forces américaines qui sont au Japon et à Okinawa. mm, Celles de Guam sont des forces surtout de support, hein. Donc c'est mm, les AWACS et compagnie, la logistique. Mais parce que, si vous voulez, par exemple, dans le domaine des avions furtifs de cinquième génération, mm, ils en ont aujourd'hui 300 dans les forces. Et il y en a 50, si vous voulez, entre le Japon et les forces américaines déployées, si vous voulez, dans le Pacifique. Et ils en sortent 100 nouveaux par an. mm. Donc, et ils ont, dans le domaine des, de l'électronique et du brouillage électronique, une capacité à détourner et à stopper l'ensemble des missiles américains, Tomahawk, etc., envoyés par la flotte américaine. Mm. Donc, ça, c'est mon diagnostic. C'est un peu le diagnostic américain. D'ailleurs, dans le document, on voit très bien où est-ce qu'il veut mettre l'effort. Il veut mettre l'effort dans les technologies duales, l'IA, Ouais. l'électronique, où ils ont perdu, où ils ont perdu pied. Ils ont perdu pied dans l'armée. En Ils ont tant, perdu pied dans l'armée. En tant que militaire, ça vous a surpris la parade qui a été faite récemment où les Chinois Vladimir Poutine était là, les Chinois ont Ouais. montré pas moins de 20 nouveaux armements totalement inconnus. Vous avez regardé ça Ah ben, comment en tant qu'expert? moi, si vous voulez, ça ne m'a pas étonné parce que j'allais souvent en Chine invité Hmm, en tant que géopoliticien à un haut niveau, où on me montrait les choses, si vous voulez, en 2000 ou en 2019, en 2019, on m'a montré les bus autonomes hmm, fonctionnant dans les rues de Shanghai, si vous voulez, les tests. Alors eux, ils s'en fichent parce qu'ils sont 1,4 million. Si ils ont quelques bugs et qu'un bus écrase une ou deux personnes dans la mise au point, c'est pas nécessairement important pour les Chinois, mais ils ont une avance dans tous ces domaines-là. Si vous voulez, le port de Xiamen était totalement automatisé. Il n'y avait pas un homme dans le port de Xiamen en 2019. hmm. C'était des robots qui prenaient C'était les les comptes usines sans d'air. robots, les usines sans hommes là-bas. Oui, ah oui. On est Eh passé oui, à ce et stade. avec des gens dans Hmm, des tours de contrôle, voilà, qui étaient là. hmm, Donc, si vous voulez, ils avancent. Et puis en plus, ils mettent en œuvre très vite. Si hmm, vous voulez, quand vous alliez voir les différentes villes hmm, où vous alliez à Xi'an, qui était la porte de la soie, 5 ans plus tard, vous ne reconnaissiez pas la ville, sauf l'endroit où il y a, où il y a les armées de terre. Mais si vous voulez, tout le reste, c'était changé. Les TGV qui allaient, les routes, et tout ça, ils mettent en œuvre avec une rapidité extraordinaire. Et ça, alors que nous, on est très lents. Les procédures américaines pour commander les armements sont trop longues. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Peter Hessek. Il veut nettoyer tout ça dans le Pentagone.
si vous Hmm. voulez, parce que les Chinois, ils ont quelque chose, ils décident et ça se met en œuvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'autour de la guerre en Ukraine aujourd'hui et dans la configuration qu'a pris cette guerre, et notamment avec l'application de l'intelligence artificielle et la combinaison avec les drones notamment, Ah ben oui, les Chinois ne fournissent pas directement du matériel aux Russes, mais ils fournissent des composants, des centaines de milliers de kilomètres de fibres optiques, ouais. des batteries au lithium, etc., pour les drones russes. Est-ce que vous pensez que les Américains aussi apprennent de leur côté des Ukrainiens sur cette façon de mener ce conflit? L'un et l'autre observent ça, mais ils s'en nourrissent, non? C'est un petit peu ce qui se passe. Alors, oui, mais justement, alors d'abord, la critique principale de Trump vis-à-vis de Biden, c'est d'avoir jeté, et il le dit dans le document, d'avoir jeté la Russie dans les bras de la Chine. C'est pour ça qu'il veut l'éloigner le plus, parce que non seulement sur le plan militaire, mais aussi à cause des BRICS. Ça, c'est un truc. Mais sur le plan, si vous voulez, procédurier, en fait, l'administration du Pentagone est est une administration excessivement technocratique et c'est ce que est en train d'essayer de démolir Peter Hessek dans la passation des contrats. Parce qu'aux États-Unis, si vous voulez, on passe des contrats avec des industries privées. Il n'y a pas d'industrie nationale Hmm, d'État. hmm, Donc, pour les industries privées, les industriels privés, quand on leur dit vous allez me construire ceci et cela, ben, il faut des pages et des pages. Alors moi, quand j'ai vendu ma petite société à une société américaine, j'avais 3 avocats américains en face de moi, 500 pages à relire, et moi j'étais tout seul avec mes associés. Vous voyez, ouais, donc ouais. on n'est pas dans le même monde, c'est un monde dominé par les juristes aux États-Unis et les contrats, ça met énormément de temps. Alors, ils ont beaucoup moins de souplesse, je pense, dans ce domaine-là, et on l'a bien vu dans la guerre en Ukraine vis-à-vis de la Russie. Hmm, Nous, nos dirigeants, Macron en tête, ont parlé d'économie de guerre, etc. On n'a rien fait. On hmm. n'a rien fait. Quand vous voyez un commodore anglais qui a sorti, donc je l'ai cité qui a sorti un document en disant que si on faisait la guerre aujourd'hui avec l'OTAN à la Russie, on est désarmé en 48 heures. Hmm. Bon, voilà, et les Américains seraient incapables de nous amener des renforts au travers de l'Atlantique parce que on a des capacités anti-sous-marines qui sont insuffisantes. Hmm. Donc, si vous voulez, il y a un effort, c'est évident. On a voulu récupérer les bénéfices de la paix, etc. Mais on a les, les Chinois et les Russes ont des industries de défense et ont des stocks. Nous, on n'avait plus aucun stock. Il faut bien savoir, les Américains en avaient quelques-uns, on n'avait plus aucun stock. On avait même perdu les personnels au sein de la direction générale de l'armement qui savaient stocker les matériels et les terrains. On avait vendu les terrains. Et, Donc, et- on n'a plus de logistique. et actuellement, on redémarre un service militaire, mais on n'a plus les casernes. Voilà, exactement. Alors, si vous voulez, bon, on démarre rien du tout, quoi. Bon, on fait encore un peu de com, parce qu'avoir 40 000, Croyez pas? 40 000 volontaires, c'est pas un service militaire, si vous voulez. Alors, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, la France et l'Allemagne, alors la France moins que l'Allemagne, n'arrivent pas à compléter pour l'armée de terre les postes ouverts en recrutement et on ne s'est pas fidélisé. L'Allemagne, c'est pas 1 ou 2%, si vous voulez, dans le recrutement, et le niveau des gens moyens, le niveau des gens que l'on recrute diminue. En Allemagne, c'est 10 à 20%. Ils ont personne qui veut aller dans l'armée. Hmm, Moi, j'ai commandé un régiment en Allemagne, hein, donc hmm, si vous voulez, j'étais couplé au 292 Panzer Grenadier Bataillon. Bon, ils savent. Moi, j'arrivais à me desserrer avec mon régiment de ma caserne en une demi-heure. Eux, il leur fallait 3 heures. Donc, si vous voulez, ils ont une armée totalement inopérationnelle. Euh, les gens n'ont pas envie d'y aller. D'ailleurs, la commissaire parlementaire aux armées allemandes, qui est indépendante, a dit c'est pas 100 milliards qu'il nous faut, c'est 300 milliards et 10 ans. hmm. D'ailleurs, De Villiers a dit récemment la même chose pour la France, pour remonter en puissance. Et pour parler des États-Unis, c'est à peu près la même chose. Alors, ils ont une marine,
excellente, ils ont une aviation excellente, ils ont une armée de terre qui est mauvaise, quoi. Mm. Voilà. Donc, quand vous voyez le défilé qu'a fait Trump Ouais. aux États-Unis et le défilé chinois, vous comprenez, pour l'aide militaire, vous comprenez tout de suite qui c'est qui va gagner. Où est-ce que vous situez le problème? Est-ce que vous pensez que c'est que les Américains comme nous d'ailleurs, ont été confrontés à des types d'interventions qui ont mis en avant les forces Exact, spéciales, les unités plutôt exactement. comment, petites unités, et que il n'y a plus de masse quoi en fait. On- Alors, c'est la stratégie, hein, d'une façon générale. Pour eux, par rapport à la Chine, ils dominent la mer, les États-Unis. Hmm. Et ils n'ont pas suivi avec assez de célérité le progrès à la fois de la marine chinoise et surtout des missiles chinois qui sont basés à terre. Hmm. Ils ont laissé faire la militarisation complètement que moi j'avais dénoncé de la Chine, de la mer de Chine méridionale, Hmm. où ils ont construit à partir de 2010, à partir d'îlots et de récifs, c'est-à-dire d'endroits qui sont recouverts à marée haute et qui sont découverts à marée basse, de véritables bases aériennes avec des pistes de 3200 mètres, Hmm. etc. Donc, ils ont établi le contrôle complet sur l'environnement jusqu'au histoire de Malaga avec Ouais. les Spratzés où ils ont aussi construit des bases et fait la guerre d'ailleurs il y a assez longtemps à l'Indochine, devenue le Ouais. Vietnam, pour le contrôle de ces îles. Donc voilà, donc euh, ils ont, on les a pas vus, on les a pas vus monter. Alors pourquoi? Et là, c'est ce que j'explique dans mon nouveau livre, c'est que il y a une fascination historique entre la Chine et les États-Unis. Euh, les États-Unis, depuis le 19e siècle, se sont opposés aux puissances coloniales qui étaient la France et la Grande-Bretagne, qui voulaient ouvrir des comptoirs de Chine. Ils ont toujours soutenu la Chine. Ils ont soutenu la Chine contre le Japon, on le sait bien, et ils ont considéré dans leur histoire nationale que Mao Tse-tung a été une parenthèse. Hmm. Et à partir du moment où la Chine a mis ce concept, si vous voulez, d'un régime certainement qui reste communiste, mais ouvert, Hmm. économique, qui veut aller à l'OMC, etc., ils ont dit, ça y est, c'est fini. Et on retourne dans la même fascination mutuelle qu'ils ont eue. D'ailleurs, les Chinois ont envoyé beaucoup. Simplement, c'est que ils leur ont pillé la technologie, comme ils savaient très bien copier, puis maintenant, ils les ont dépassés. Et Hmm. ça, ils ne l'ont pas vu. Oui, Trump l'a vu le premier. Là encore, Trump l'a vu au Déjà premier, pendant puis son précédent mandat, Trump avait dès alerté son, les dès son premiers précédent, ouais, dès son ouais. précédent mandat. Voilà. Et donc maintenant, il met ça en œuvre. Mais il y a 10 ans, je pense, de retard Hmm. sur certains points. Et notamment tout ce qui a trait guerre électronique, tout ce qui a trait IA. Si vous voulez, les Chinois sont capables déjà d'en voir des armées de drones qui interagissent entre eux, Hmm. Ouais. qu'on commence à voir arriver en Ukraine, mais eux, ils savent faire et qui vont accompagner Nous, on a le SCAF, peut-être Hmm. pour 10 ans, qui va accompagner. Eux, ils savent faire dès à présent avec leurs avions 5e génération. Hmm. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'ils utiliseront leur puissance, mais Hmm. ils sont capables de dissuader, probablement, je pense, contrairement aux déclarations, l'intervention américaine, si vous voulez, s'ils veulent s'emparer de Taïwan Hmm. parce que le Japon ne sait pas faire, quoi, Hmm. se défendra son sol, mais je ne suis pas du tout sûr que les Américains interviendront tout simplement parce qu'ils sont liés par aucun traité. Bien sûr, bien sûr. Alors, Bon, alors, Jean-Bernard Pinatel, revenons un petit peu aussi à nos oui, moutons et à Macron. Est-ce que je prends justement restons aussi un petit peu en Chine, puisque Emmanuel Macron vient d'effectuer une visite d'État en Chine, à l'occasion de laquelle il a plaidé pour une intervention de la Chine pour aider le processus en Ukraine. Les Chinois ont opposé
de façon assez inhabituelle une fin de non-recevoir. Emmanuel Macron revient en France et déclare qu'il va appliquer des principes, des tarifs douaniers, qui va comment augmenter les tarifs douaniers, ce qui, je le rappelle, n'est pas de sa prérogative, mais d'une prérogative européenne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que c'est encore une fois un voyage qui démontre une éclipse de la France et des Occidentaux dans beaucoup de dossiers internationaux aujourd'hui? Ah bah, oui, et Macron particulièrement lui-même n'existe plus. Il est déconsidéré partout dans le monde. Si vous voulez, moi qui ai des contacts au Moyen-Orient et un peu partout, si vous voulez, il est surnommé l'essuie-glace, hein, un coup à droite, un coup à gauche, hein. Mm. Voilà, donc si vous voulez, non, il est déconsidéré. La France ne l'est pas en Chine parce que les Chinois connaissent très bien l'histoire et on est les premiers à avoir reconnu le régime communiste. Mm. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, on a Raffarin qui est, ils ont une fidélité à la France, mais pas à Macron. Macron, il peut dire tout ce qu'il veut, il n'existe plus, il n'existe pas. Donc, il s'agite, il fait de la com ici, mais même en France, quand on est à 11% de confiance, si vous Mm. voulez, des derniers sondages, plus personne ne l'écoute. D'ailleurs, on sait bien, quand il passe à la télévision, l'audience diminue de moitié. Mm. Donc, si vous voulez, il y a quand même des choses. Donc, non, la France garde. C'est quand même la, la troisième puissance militaire du monde, Mhm. clairement. Hein. C'est la sixième ou septième économique. Donc, on garde un poids. Et c'est bien pour ça qu'il faut sauver la France et que Trump considère la France, si vous voulez, on est un pays qui a conservé tous les attributs de la souveraineté. Mm. Si vous voulez, on a une industrie de défense qui sort des matériels considérables. On a une force nucléaire crédible, Mhm. etc. On est le seul pays qui assure notre sécurité par nous-mêmes en Europe. On Mm. n'a pas besoin du parapluie américain. Ouais. Vous voyez, on existe, mais on n'existe pas au travers de Macron. C'est tout à fait malheureusement de le dire, et moi, ça me fait beaucoup de peine. Alors, au-delà de Macron, aujourd'hui, donc, notre président rencontre Volodymyr Zelensky avec Keir Starmer, avec Friedrich Merz à Londres. Est-ce que l'Europe joue sa survie? Comment vous voyez cette... Mais écoutez, il est certain qu'aujourd'hui, les Américains mettent en œuvre le départ de Zelensky. Alors, sous quelle forme, etc. On a bien vu la façon dont les États-Unis Trump a parlé de lui ce week-end, la sortie de l'ancien chef d'état-major, ambassadeur à Londres qui l'avait éloigné, toutes ce qui sort sur la corruption Hmm. des hommes qui l'entourent, si vous voulez. Et d'après moi, on n'a sorti qu'un tout petit peu. Ça vous a Parce surpris? hein? Ça vous a surpris? Oh ben non, Hmm. non, ça ne m'a pas surpris parce que si vous voulez, euh, j'avais déjà publié bien avant. Il faut quand même savoir, la corruption est quelque chose d'endémique en Ukraine qui est lié à la fin de l'URSS. Hmm. Quand l'URSS, quand l'URSS est écroulé, que l'Ukraine est redevenue indépendante, les Russes ont retiré tout ce qui était nucléaire et ont laissé tout le matériel classique. Moi, en Afrique, etc., j'ai rencontré du matériel soviétique venant de l'Ukraine. Tous les réseaux de corruption et Hmm. de vente d'armes ont existé depuis 1947. Hmm. Voilà, donc l'Ukraine était un pays très corrompu, alors, et avec une corruption assez diluée avec les oligarques. La différence, si vous voulez, par rapport à la corruption, si on peut dire russe, c'est que moi j'ai connu la Russie très corrompue dans les années 90. Moi je Hmm. suis arrivé en février 90, envoyé par ma société en Ukraine, jusqu'à l'arrivée de Trump et après, de Poutine et après il y avait une corruption endémique et diluée. Hmm. Ce qu'a fait Poutine, il a rétabli la verticalité du pouvoir. C'est-à-dire que
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption, mais si vous voulez, c'est comme en Inde. Mm. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Inde pour L'Oréal. En Inde, le problème, c'est que la corruption, elle est au niveau des patrons de région. Donc, quand vous voulez implanter et alors, il y en a où c'est bien organisé. Alors, Mm. vous savez que si vous payez une fois au plus haut niveau de la région, vous êtes tranquille. Puis il y en a d'autres où c'est bordélisé. Mm. Donc, euh, voilà. Donc, c'est ça la différence. Le problème en Ukraine, c'est il y a un nombre d'oligarques. Il y avait, je ne sais pas qui c'est qui me disait qui était à Monaco, une voiture de luxe sur deux est Avec une avec une plaque plaque d'immatriculation ukrainienne. ukrainienne, ouais. Hein, voilà, Oui, oui. voilà. Donc, Mais voilà. ce Donc, qui est intéressant, c'est que c'est le propre fils de Donald Trump qui l'a dit ce ah oui, week-end au voilà, forum de Doha, c'est ça, c'est ce que j'ai lu. voilà, Voilà, expliquant que lors c'est d'une exactement, visite c'est à là que j'ai lu. Monaco, il a trouvé J'ai lu. extrêmement Voilà. surpris du nombre d'Ukrainiens qui ne sont pas au front et qui sont tranquillement planqués avec leur fortune dans ce type d'endroit, quoi. Voilà. Donc, je pense que la guerre va se terminer, d'après moi, pour le début de la campagne du mi-terme de Trump. Hmm. Donc, c'est-à-dire le printemps. D'accord. Donc, Voilà. Donc, voilà. voilà. Donc, alors, il va y avoir probablement un cessez-le-feu d'abord. C'est tout à Ouais. fait clair. Avant d'arriver à la paix, parce que les Russes, et ça, ils vont tenir, ils ne veulent pas signer quoi que ce soit avec Zelensky, Hmm. qui n'est plus légitime, qui n'a plus de légitimité démocratique. Donc, il y Alors, on va aura, faire comment d'après alors? moi, un cessez-le-feu pour créer des élections présidentielles. Hmm. On sait déjà probablement que sera le président. Hmm. Et ensuite, on passera à la finale des négociations de paix qui seront déjà bouclées par les Américains. On signera la paix après. Donc, je ne sais pas s'il y aura un mois ou un mois et demi Hmm. entre. On aura, je pense, assez vite un cessez-le-feu sur le terrain Hmm. et des élections présidentielles. Parce que, à juste titre, Poutine dit moi, quand j'arrivais en fin de mon mandat, je fais mes élections, pourtant on faisait la guerre. C'est pas, là, il exagère un peu parce que c'était quand même pas la Hmm. même chose Non, en Ukraine que chez lui. évidemment. Si vous voulez, sur le fond, il a raison. On ne va pas signer des accords de paix avec quelqu'un qui va quitter probablement à la fois la présidence et l'Ukraine très rapidement. Est-ce que ces négociations, là, ce week-end, le premier négociateur de Trump en Ukraine, le général Keith Kellogg, expliquait qu'on était dans les derniers, il dit on est dans les derniers 100 mètres, mais ce sont les plus difficiles. Oui, Il explique qu'il y a la question de Zaporizhzhia qui est pas réglée, de la centrale atomique, il y a la question du Donbass qui est toujours pas réglée. Il n'évoque pas la question des garanties de sécurité. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un troc entre des garanties de sécurité qui, évidemment, ne prononceront pas le terme article 5, et une cession de territoire dans le Donbass, puisqu'il semble quand même acquis que c'est bien le Donbass que veut ardemment Vladimir Poutine. oui, alors je pense que plus ça va, plus il récupérerait du territoire de l'Ukraine. Il n'y a qu'à voir à quelle vitesse Podkros Hmm. est tombé, Oui, Ulianpol est pratiquement au nord, il a c'est à peu près la Gulaïpol, même oui. chose. Donc Poutine va essayer, sans couper les ponts, de faire traîner Hmm. le plus possible jusqu'à l'encerclement de Kramatorsk et de Sloviansk qui est en train de se Hmm. produire. Et puis là, il dira, bon, alors maintenant, vous me le donnez parce que autrement, si vous voulez, il va y avoir, on va refaire un Méripol. Voilà. Donc, Oui. il va essayer ça va se passer comme ça. Et pendant ce temps-là, il veut aller, Hmm. effectivement, on voit très bien où l'effort est fait. Il veut la faire dans l'oblast de Zaporizhzhia. Oui, oui. Il veut aller jusqu'au Dniepr. Là, ça, c'est évident. Et notamment récupérer cette ville. Alors, et c'est pour ça que d'ailleurs il pousse énormément dans le nord, parce qu'il aura des terrains à échanger. Il Hmm. aura des terrains à échanger. Alors tout maintenant, et, et les délais, si vous voulez, il faut bien dire il faut comprendre aussi que Poutine est face à un problème constitutionnel chez lui.
la Douma a entériné les quatre Oblats. L'annexion. Et il y a dans la Douma un parti, si on peut dire, d'extrême droite qui est fort et qui notamment dit qu'il faut aller jusqu'à Odessa. Oui. Donc, il a une résistance interne, il ne faut pas croire. Alors là encore, on voit Trump, on voit Poutine comme un grand dictateur. Non, il a une opinion de droite nette. Alors, quand je dis ça, on me dit qu'il est pro-russe, qu'il est agent de Poutine, etc. Je connais bien la Russie, puisque j'y suis arrivé en février 90 et j'y ai travaillé pour les grandes entreprises françaises, en gros jusqu'à 2005. Et c'est quelqu'un qui est un modéré. Et contrairement à ce qu'on pense, le KGB et le FSB a toujours eu une vision, c'était pas les plus extrêmes en Russie. Si vous voulez, parce que c'est les plus intelligents. Ce sont les plus intelligents, les gens les plus intelligents, et Dieu sait si les Russes sont intelligents, aller dans ces organismes-là. Quand moi j'ai installé les entreprises françaises, si vous voulez, toutes les banques russes que je rencontrais, etc., tout le conseil d'administration, c'était les anciens du KGB, parce qu'ils parlaient, parce qu'ils étaient les plus intelligents, etc. Donc, moi, je ne vois pas Poutine aujourd'hui, avec les cartes qu'il a en main, céder quoi que ce soit sur le Donbass. Et Zaporijjie, je pense que Kherson et tout ça, déjà, moi j'ai fait 3 scénarios. Le scénario le plus dramatique pour l'Ukraine, ça serait le scénario que j'ai appelé un pont trop loin, c'est-à-dire qu'ils aillent jusqu'à Odessa parce que le fond craque. Et il est clair que le fond craque vraiment en ce moment. Alors j'ai une question. Mais je ne crois pas que Poutine veut aller si loin, parce que pour lui, il ne veut pas se casser. Il a très bien compris ce que veut Trump. Trump veut l'éloigner de la Chine. Bon, là, on a très bien vu que ça sera très difficile. Très difficile. Parce que... Il y a aussi le cauchemar de Zbigniew Brzezinski, qui est extrêmement bien décrit dans Le Grand Échiquier, qui dit la catastrophe serait ce rapprochement entre ces deux pays, et c'est ce qui s'est produit à la faveur de cette guerre. J'ai une dernière question à propos de l'armée ukrainienne, et c'est au général qui a commandé des troupes que je m'adresse. Qu'est-ce que vous pensez de cette tactique qui a consisté depuis Bakhmout, Avdivka, Vuhledar, Souja, et désormais Pokrovsk avec la catastrophe de Mirnograd, qui consiste à maintenir des hommes dans des chaudrons jusqu'au dernier moment pour de la communication politique, et finalement jusqu'à les gaspiller sur le terrain, et aujourd'hui à manquer d'hommes finalement. Oui, d'abord, ce que je veux dire, c'est les Ukrainiens sont des soldats excessivement courageux. Parce que même si effectivement on sait aujourd'hui qu'il y a des désertions, qu'il y a des refus d'obéissance, etc., il y en a quand même beaucoup qui se sont fait tuer dans les tranchées, y compris en exécutant les ordres de chefs qui ne sont pas au niveau. Moi, je crois fortement que le commandement ukrainien au niveau du niveau bataillon est mauvais. Est mauvais par rapport, si vous voulez, à la tradition russe, etc., où les généraux sont en tête de leur brigade. Oui. On voit le nombre les généraux russes meurent au combat. Ils sont morts en Syrie. Il y en a 2 qui sont morts en Syrie. Voilà. Donc la Russie, ce sont 2 peuples excessivement courageux. La notion de sous-officier leur est quand même très étrangère, mais d'après ce que je me suis laissé dire, ils sont en train de s'y mettre. Oui, bien entendu, ils sont en train de s'y mettre. Mais maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont plus assez d'hommes qui ont envie d'aller se battre. Deuxièmement, effectivement, ces chaudrons pour utiliser ce truc-là, c'est quelque chose qui est invraisemblable. Parce que, si vous voulez, c'est quelque chose qui mine le moral des autres. Si vous voulez, quand on ne peut pas tenir une position, on a intérêt à sauver les gens qui ont cette expérience plutôt que de les voir se faire tuer ou de les voir prisonniers. Et ça, non, mais on sait très bien que, si vous voulez, là, la direction politique d'une guerre, c'est la pire des choses qu'un général en chef peut espérer avoir. C'est le gros avantage de Poutine.
Poutine laisse faire ses chefs, il les change. On a Mm. bien vu le rajeunissement qu'il a fait de ses chefs. Il a pris quelqu'un qui a 42 ans, qu'il a mis patron de l'armée de terre. Hein. Mordvitchev, ouais. Hein? Ah oui, Mordvitchev, oui, genre. oui, oui. Donc moi je sais quelque chose. Je suis passé, Mm. je suis, voilà. Donc, oh non, 52 ans, je veux dire. Moi, je suis passé général à 49 ans, j'étais pas prêt d'être encore le chef d'état-major de l'armée de terre. Donc, si vous voulez, non, il fait ça, il fait son rôle, il regarde, il se fait faire des comptes rendus et il change les chefs quand il n'est pas content. Mais il les laisse faire leur guerre. Mm. Et ça, alors que Zelensky et toute l'équipe autour de lui avaient, c'est pas moi qui l'ai dit, mais tous les gens, qu'il a une vision politique de la résistance de l'Ukraine par rapport à ses sponsors. Mm. Par rapport à ses sponsors. Et évidemment, c'est bien pour ça qu'on le saura à la fin de la guerre, les pertes ukrainiennes doivent être au moins 3 fois supérieures Mm. aux pertes russes. Et Mm. quand je dis ça, on me dit mais non, c'est pas vrai. Mais oui, parce que d'abord, les Russes tirent 4 fois plus Oui. de munitions que les Ukrainiens. Si vous voulez, mon expérience me montre que le feu tue assez également dans les deux camps. Hein. Mais c'est ce Voilà, que donc disait Napoléon. non, C'est l'artillerie la plus efficace qui remporte la mise. C'est Napoléon mais Bonaparte bien qui entendu. disait ça. Et ça n'a pas changé. Ça n'a Non. pas changé. Et aujourd'hui, depuis que le nouveau chef d'état-major est arrivé, ils ont mis en place ce qu'on appelle la politique de grignotage, mais qui est excessivement intelligente. Mm. C'est-à-dire, ils prennent un carré pas très important de 2 km sur 2 km, ils écrasent ça avec des bombes planantes, etc. Et puis après, ils envoient des forces spéciales en quad, en motocyclette, achever ou ramener les blessés et les gens qui se rendent. Mm. Donc, depuis le changement là, du chef d'état-major il y a un an, ils ont très peu de pertes, Mm. contrairement à ce qu'on nous raconte. Ouais. Jean-Bernard Pinatel, merci beaucoup pour cette Je vous en prie. intervention qui était très très riche, très dense, et merci de nous avoir fait partager vos impressions sur la Chine aussi. C'est souvent une dimension il y a très peu de gens qui y vont, il y a très peu de gens qui connaissent vraiment ce qui se passe, et c'est une pièce essentielle de ce qui est en train de se passer en ce moment, de cette recomposition du monde. Donc merci à vous Je vous en pour prie. votre témoignage et d'avoir été présent sur Omerta. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu, que vous reviendrez encore plus nombreux la semaine prochaine, pardon, pour assister à une nouvelle édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, portez-vous bien, à bientôt.